Pourquoi autant de rumeurs autour de l'absence de Paul Biya? Depuis plusieurs jours, certains évoquent même une prétendue disparition. Mais Paul Biya est dans ses voyages. Nous devons savoir où se trouve le chef de l'État. Nous devons même savoir s'il est malade. Le chef de l'État ne peut pas être en disparition ou en réapparition comme bon il semble. Ça fait partie des comportements des républiques bananières. Dans un communiqué publié mardi soir, la présidence camerounaise tient à rassurer sur l'excellent état de santé de Paul Biya. Par ailleurs, Grégoire Owona du parti RDPC, parti au pouvoir, a écrit sur son compte Facebook « Ceux qui tentent par divers moyens de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort suite à un si grossier mensonge. » Cette absence prolongée couplée à un manque de transparence alimente les spéculations et inquiétudes parmi les populations. En plus de cela, vient s'ajouter cette vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, évoquant l'hypothèse d'une prétendue hospitalisation du président camerounais. Paul Biya n'était pas à deux récents événements internationaux importants, même si cela n'est pas inhabituel. D'abord, il n'a pas participé à la 79e Assemblée générale des Nations unies, un rendez-vous crucial pour les chefs d'État. Ensuite, il a également manqué le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Paris les 4 et 5 octobre 2024. Une chaîne de télévision étrangère aurait annoncé la mort de Popol, le président du Cameroun. Spéculation, fake news, réalité, je ne puis vous dire avec certitude. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est la réaction de Fama Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur, et son homologue Grégoire Owona. Bon, je ne sais plus trop, il est ministre de quoi maintenant, tellement il a déjà été ministre au Cameroun que je ne sais plus dans quel poste ministériel il est, mais il est ministre aussi. Les gars font des sorties sur leurs différentes pages Facebook pour s'offusquer du fait qu'il y a une chaîne étrangère qui parle de la mort de Paul Biya, nanani nanana. Le peuple camerounais cherche à savoir où se trouve son président depuis. Vous ne parlez pas. Quel est l'état de santé de Paul Biya? Vous ne parlez pas. Quand une chaîne de télévision étrangère sort pour dire « ouais, il est mort », vous sortez vos gros yeux, vous venez sur les réseaux sociaux et vous commencez à menacer. Parce que Grégoire Owona a menacé, il dit que ceux qui disent encore que Paul Biya est mort, on va les enfermer, nanani nanana. Quand vous laissez un vide autour de Biya, personne ne sait où il est. Il y en a qui s'inquiètent aussi, il y en a quand même qui veulent savoir. Les gens s'inquiètent, on sait qu'il est déjà trop vieux, 91 ans, 92 ans, ce n'est pas... Vraiment, il est très vieux, nous tous on sait ça. Les gens veulent savoir quelle est la réalité. Et quand le gouvernement ne communique pas, vous vous attendez à quoi? Vous venez menacer les Camerounais. Ce sont les Camerounais qui ont fait les vidéos là, non? Ce sont des chaînes de télévision étrangères. D'ailleurs, il y a Tibor Nagui, le monsieur Afrique des États-Unis, qui a fait un tweet en spéculant sur la mort de Biya. Avec tout ça, vous ne faites pas un communiqué officiel. Doit-on vous apprendre à faire votre travail? Un gouvernement, ça communique officiellement. Un gouvernement, ça ne fait pas le Congo ça et les menaces sur les réseaux sociaux. Donc, Fama Ndongo, Grégoire Owona, ravalez vos stylos, s'il vous plaît. Asseyez-vous et demandez à René Emmanuel Sadi de faire un communiqué officiel pour nous dire si Paul Biya se porte bien ou pas, si Paul Biya est vivant ou pas, et qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur du pays depuis un mois. Les Camerounais doivent savoir. C'est tout. Donc, je vous mets au défi. Puisque vous dites qu'il est en bonne santé, il est vivant, il est en train de travailler, faites donc un communiqué officiel. Comme ça, demain, on va vous confronter avec ce même communiqué officiel. Donc, faites un communiqué officiel. On attend. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Il a dû attraper froid. C'est la pluie de Jésus. Papa Paul Biya, étant très malade, malgré cela, a quand même pu se déplacer pour venir aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques n'avaient aucune importance pour le Cameroun, qui ne nous apportait absolument rien. Mais comme il voulait être visible à l'échelle internationale, il a quand même pu se déplacer, venir subir une
aujourd'hui qu'il est malade. Il est malade. Il est ici dans un hôpital en France, un hôpital de référence, hôpital militaire. Hôpital militaire, merci. Vous voyez bien. Vous voyez que derrière cet hôpital, vous voyez que derrière nous, c'est l'armée de France. Que je vous le dis qui est tout de derrière. suite. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Vous voyez bien que derrière, c'est l'armée qui garde. C'est l'armée qui protège. C'est l'armée qui sécurise. C'est qu'on n'a pas dans notre pays. Voilà l'armée qui est en train de garder, sécuriser les patients pour protéger le peuple français. Et nos expatriés, nos présidents viennent se soigner là, ils se font protéger par l'armée française. Dans notre pays, nous aimerions avoir ce genre d'image. L'image de l'armée qui protège le peuple, pas l'armée qui tire, qui martyrise le peuple. Regardez, c'est un exemple bien palpable. L'armée est en train de protéger Paul Biya pour qu'il se soigne parce qu'il est souffrant. Mais dans nos pays, Paul Biya n'est pas enchaîné dans un lit d'hôpital. Hein. Il n'est pas du tout enchaîné. Mais dans notre pays, les gens sont enchaînés dans des lits d'hôpitaux parce qu'ils veulent se faire soigner. L'armée ne joue pas son rôle. Et quand on ose... Quand on ose se plaindre, vous dites qu'on parle beaucoup. Comprenez-nous. Est-ce que c'est normal que le président laisse son pays? Non. Il fuit ses hôpitaux qu'il a lui-même fabriqués. Les hôpitaux qu'il a lui-même créés. Il les fuit pour venir se soigner à l'étranger. Mais comprenez-vous même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est lui-même conscient que ces hôpitaux sont des mouroirs. Que quand tu entres là-bas, tu ne sors pas vivant. Donc comme lui veut continuer à vivre, c'est pas qu'il fuit ses hôpitaux pour venir se soigner à l'extérieur, à l'étranger. Donc nous sommes là aujourd'hui pour demander à Biya de rentrer lui-même tester ses hôpitaux au Cameroun. Car nos familles ne sont pas des cobayes. Nos familles ne sont pas des cobayes. Il doit montrer l'exemple de citoyen chez lui. Les présidents, on a même vu Macron aller citoyen aux États-Unis. On n'a jamais vu Clinton citoyen en France. Même jamais. Chaque président se soigne dans son pays. Pourquoi bien se soigner ici? Parce qu'il laisse les mauvais hôpitaux chez nous pour venir ici. La souveraineté oblige. Qui rentre se soigner au pays? Qui rentre? Vous clôturez. Qui rentre? N'est-ce pas? Bon, merci. Olivier, parlez. J'ai compris que c'est le commandant de la garde républicaine qui est celui qui a organisé tout avec talon. Et même si non, attendez, vous voyez, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand on dit que on est le procureur disait oui, qu'on est allé voir comment il s'appelle ça, Omeki, qui échangeait avec le commandant. C'est encore faux. Le commandant est rentré dans la maison de Omeki avec l'équipe qui était venue faire le folklore là. Il n'était pas là, lui, le gars était déjà couché. C'est un pur montage. C'est un pur montage parce que à part après tous les autres riches, celui qui peut donner de l'insomnie à Talon, c'est son ami. Et lui, il a voulu non, ce que je dis, moi, ça m'engage. C'est pas vous qui le dites. Non. Il a voulu s'affranchir de la tutelle de Talon. Et vous voyez, cette affaire a commencé depuis la révision de la Constitution, depuis la révision du Code électoral. Parce qu'en réalité, même quand aujourd'hui on parle de blanchiment d'argent, mais qui blanchit plus d'argent au Bénin que Talon? Mais c'est leur clic qui blanchissait l'argent. Non, toi tu ne sais pas comment je crois. C'est leur clic qui blanchissait l'argent. Donc est-ce qu'on peut même parler de blanchiment? Prendre Olivier sans prendre Talon. Et mieux, l'affaire est encore plus compliquée même qu'on le pense. Vous avez créé la criette pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les crimes financiers, tout ça là. Même le fait même de dire, le montage là, de dire qu'on a trouvé même 1,5 milliard, alors que personne n'a vu l'argent, on a vu les photos, de trouver 1,5 milliard dans la maison d'un ministre de Talon, ça veut dire que l'ancien ministre, ça veut dire que Talon a échoué. Ça veut dire que Talon a échoué. Comment il a pu faire si tant la lutte contre la corruption et qu'un ministre pourrait avoir en espèces. C'est une question qui a ça. Donc, de tout point de vue, moi, c'est un dossier qui ne tient pas. Bon, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour aller. Olivier Bokor est innocemment en prison. Mais en ce moment. En tout cas, moi, je dis qu'il n'y a pas eu tentative de coup d'État. Ils ont fabriqué quelque chose pour pouvoir le déposer. Mais malheureusement, c'est ce que lui aussi a fait faire à Javon, à Madougou, au professeur Jola. C'est ça qui est malheureux. C'est là où je suis un peu gêné. Mais moi, j'ai la ferme conviction qu'Olivier ne peut pas faire un coup d'État. Bon, je suis d'accord avec madame, hein. C'est vrai que l'idée peut traverser, mais là. Vous savez, mais là où il y a problème, et là, on est avec un égyptologue, il y a un problème spirituel fondamental qui se pose aujourd'hui. Le Bénin, depuis les indépendances, depuis la période, comment on appelle ça,
l'aide démocratique, Oui. on n'a jamais, malgré notre proximité avec le Nigeria, le Burkina, le Niger, on n'a jamais eu le terrorisme chez nous. Mais quand Talon a commencé par appeler ses pro-citoyens terroristes, le terrorisme s'est implanté. Ça a commencé le 1er mai 2019. Maintenant que Talon lui-même a commencé par appeler le coup d'État, peut-être que c'est ce qu'il veut. Sait-on jamais. Je voulais vous poser une question, Monsieur le ministre. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Oui. Là, vous pensez effectivement que la façon dont M. Boko se retrouve derrière les barreaux est injuste. Est-ce que vous auriez voulu que M. Boko, idéalement, se présente pour 2026, par exemple, et que par les urnes, vous l'affrontez dans les urnes et qu'il prenne le pouvoir? Qu'est-ce que vous auriez dit? On est bien sûr dans de la politique fiction, mais... Je vais être très direct avec vous. Au fait, moi je dis, il ne faut pas de différence entre Talon et Olivier. Talon, Olivier candidat, nous on va le combattre de toutes nos forces. Ça, il n'a rien à faire. Maintenant, s'il arrive, parce qu'il est citoyen béninois, s'il arrive à se donner les moyens pour être candidat, moi je n'ai pas de pouvoir. Actuellement, compte tenu du système partisan, il n'est pas qualifié. En tout cas, dans la configuration actuelle, il sera difficile d'être candidat. Oui. Justement, et c'est là même, c'est ça où je vous dis que c'est un coup monté par Talon lui-même. Et je vous donne des détails. Malheureusement, vous ne me laissez pas le temps. Vous voyez, parce que le code électoral, ça c'est un secret de polichinelle que Olivier est contre ce code-là. Ça, tout le monde le dit. Et vous savez que lorsque les tractations se faisaient à l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui se réclamaient, qui se disaient pro-Olivier, qui étaient contre ce code-là. Et il se murmure que Olivier est en train d'entreprendre certains députés pour pouvoir reprendre ce code-là. Ce qui n'est pas du goût du président Patrice Talon. Et Patrice Talon dit son candidat, c'est le ministre des Finances. Ils ont même fait une réunion entre eux. On a rapporté. Ils ont même fait une réunion entre eux. Et c'est là où, vous voyez, à cette réunion, le président Talon disait aux députés, mais c'est quoi? Oui, vous cherchez à protéger Olivier parce que c'est lui qui vous donne l'argent. Mais vous savez que tout l'argent qu'il vous donne, c'est moi qui lui remets l'argent. Ça veut dire quoi? Donc si aujourd'hui même on veut juger Olivier pour corrupteur, le plus grand corrupteur c'est Talon, puisque Talon a dit devant les députés que c'est lui qui lui remet l'argent. Et c'est pour ça que je vous ai dit. Mais c'est les députés même qui ont dit ça. Non mais bon, après on sait comment ça se passe en Afrique. Enfin je veux dire, c'est pas sur notre continent. Tout à fait. Et on sait très bien que c'est Olivier qui porte les sous aux députés, aux rois, aux pasteurs, à tout ça là. Donc c'est pour ça que je vous dis, Talon même c'est qu'il y a énormément de numéraires dans sa maison. C'est pour cela qu'on n'a pas envoyé des gens faire la perquisition chez lui. Maintenant, le militaire, vous aussi, vous regardez, le jour du jugement, il est venu par une autre porte. Lui n'est même pas gardé. Le patron de la garde républicaine. La garde républicaine. Mais quel coup d'État? Et jusqu'à présent, l'armée, c'est-à-dire le chef d'état-major général, tout ce monde, la personne n'a rien dit. Quel coup d'État? Et il est toujours à son poste. Il est toujours à son poste. Et puis on le laisse. Non, arrêtons quoi. Franchement, ça nous salit. Ça nous salit. Je propose Israël dit préparer une réponse à l'attaque massive de l'Iran du 1er octobre et menace à nouveau le pouvoir iranien. Écoutez Yoav Gallant. Les opérations de l'armée de l'air, tant en attaque qu'en défense, donnent vie aux citoyens de l'État d'Israël. Les Iraniens n'ont même pas effleuré les capacités de l'armée de l'air. Pas un seul escadron n'a été endommagé, pas un seul avion n'a été dégradé. Il n'y a pas une seule piste qui ne permette pas le décollage et il n'y a aucun dommage à notre continuité. D'ailleurs, quiconque qui pense qu'en essayant d'attaquer Israël, cela nous dissuadera de réagir, devrait regarder ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe à Beyrouth. Certains experts du Moyen-Orient parlent peut-être d'une réponse même dès ce soir. Que peut préparer, d'un point de vue militaire, Israël ? Il y a énormément d'options et c'est très très difficile d'essayer de les classifier. Il y a les options extrêmes. Celles-là, si vous voulez, on ne va pas les retenir parce que, à la limite, on changerait tellement d'époque ou de monde qu'elles me semblent pas possible d'être mises en œuvre. C'est les options visant à frapper les sites nucléaires ou à frapper les installations d'exportation de pétrole principalement et les sites pétrolifères. Je pense que ces deux options sont des options qui ont été écartées par un dialogue entre Israël et les États-Unis. Que reste-t-il ? Il reste principalement, me semble-t-il, l'appareil militaro-policier
du régime islamique, de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire principalement les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, principalement, les grands quartiers généraux, bien évidemment, et puis les bases, beaucoup de bases à partir desquelles ont été lancées ces attaques, notamment l'attaque massive que nous avons observée mardi dernier. Mais il y a quand même un sujet fondamental. Derrière tout ça, il y a un sujet fondamental qui n'est pas neutre et qui montre bien qu'il y a forcément un dialogue. C'est qu'il y a 1000 km ou 1500 km entre ces sites, entre Israël et l'Iran. Ça veut dire 2000 ou 3000 km aller-retour. Parce que quand on va, c'est pour revenir. Donc c'est très très loin. Et donc ça implique une coordination aérienne dans un espace aérien, un soutien logistique, une organisation des opérations aériennes qui est naturellement extraordinairement complexe et qui nécessite probablement, très probablement, que Israël s'appuie sur des structures qui sont d'ailleurs disponibles dans la région, qui sont extrêmement puissantes, extrêmement efficaces, mais qui doivent être mises à sa disposition. Est-ce que les Israéliens peuvent le faire sans les États-Unis ? Vous me demandez mon avis ? Oui, évidemment. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour ce type d'attaque. Pour ce type d'attaque. Maintenant, Israël est un État, appelons-le doté, un État nucléaire, c'est tout à fait différent. Mais ce type d'attaque classique face à des objectifs classiques, des bases militaires à partir desquelles ont été lancés ces missiles qui ont frappé Israël mardi dernier, les QG, les centres de stockage, etc. Moi, je pense que nous sommes aux limites de capacité pour des raisons techniques, pour des raisons logistiques, pour des raisons opérationnelles, pour des raisons de coordination, pour des raisons d'éloignement. Il me semble que ce n'est pas possible. C'est mon avis et je peux très bien me tromper. Est-ce que d'un point de vue diplomatique, Renaud Girard, Israël peut ne pas répondre à cette attaque massive de l'Iran ? Je pense que Israël a eu suffisamment de succès militaire, notamment grâce à ses renseignements au Liban, pour se contenter, comme la dernière fois d'ailleurs, après le raid d'avril, d'une frappe symbolique sur l'Iran. Moi, je crois qu'Israël n'aurait pas intérêt stratégiquement à accélérer les choses. Certes, Israël se sent menacé par le programme nucléaire de l'Iran, parce que un de ses anciens présidents a dit que Israël ne devrait pas exister sur la carte. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un travail à finir au Liban et qu'Israël devrait se concentrer là-dessus. Et par ailleurs, son allié, qui peut effectivement lui donner les moyens, notamment de ravitaillement en vol, et surtout les bombes extrêmement perforantes pour une opération qui serait géante sur l'Iran, les États-Unis, je pense, ne donneront pas l'autorisation, ne les aideront pas et ne donneront pas l'autorisation d'utilisation des munitions. Parce que les Américains, quand ils livrent des armes, elles sont assorties de conditions d'utilisation. Donc je pense que là... Pourquoi ? Parce que les Américains, aujourd'hui, en période électorale, n'ont pas envie que s'ouvre dans le monde un deuxième théâtre de conflit. Ils ont déjà l'Ukraine qui résiste à la Russie, l'Ukraine à gérer. Ils ne veulent absolument pas ouvrir un deuxième théâtre. Et je pense que, certes, sur Gaza, Netanyahou n'a pas souhaité écouter les États-Unis et n'a pas souhaité donc libérer le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte, mais on peut le comprendre, Netanyahou, parce que c'est par là que les armes passaient à partir du Sinaï, mais autant sur un contexte régional concernant le Golfe Persique, où il y a des bases américaines, où il y a des intérêts américains, où il y a des alliés arabes de l'Amérique, je pense que là, Israël va être obligé d'écouter les Américains et que donc, personnellement, je ne crois pas à une opération d'ampleur aujourd'hui d'Israël contre l'Iran. Mais ce soir, l'Iran annonce que tous ses vols ont été annulés entre 21h et 6h du matin demain. Elsa Vidal, oui, je crois qu'est-ce que ça veut dire ? Le timing est clair. Et jusque-là, dans cette guerre, Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ont fait ce qu'ils ont dit. Donc il faut s'attendre à quelque chose. Ce sera probablement, comme vous le disiez, plus symbolique, plus frappant. Jusque-là, je pense aussi dans cet épisode, depuis un an, Israël a aussi fait la preuve qu'elle avait les capacités de pénétrer profondément l'appareil sécuritaire
iranien et de mener à bien des opérations assez spectaculaires qui humilient en fait les dirigeants de la République islamique d'Iran. Et c'est encore ça, très probablement, à quoi il faut s'attendre cette nuit ou demain. Israël vient de prendre peur de faire face toute seule contre l'Iran. Ah oui, leur représailles qui était prévue hier, le dernier jour c'était hier, le 8 octobre 2024, mais Israël vient de reculer. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique n'ont pas accepté soutenir Israël face à l'Iran dans leurs représailles. Alors, par rapport à cela, les autorités israéliennes, donc Benjamin Netanyahou, est totalement remonté contre les États-Unis d'Amérique. Ah oui, Washington a demandé des éclaircissements à ces représailles israéliennes contre l'Iran. Et pour cela, Washington a demandé ici à ce que M. Yoav Gallant, donc le ministre de la Défense israélienne, de se rendre du côté de Washington. Alors, M. Netanyahou, tellement remonté, a complètement refusé. Il a donné les conditions aux États-Unis d'Amérique. Il a totalement conditionné Washington pour l'arrivée de son ministre de la Défense, Yoav Gallant, du côté des États-Unis d'Amérique. Alors le torchon brûle. Et oui, tout est mélangé, tout est gâté. À l'heure où nous parlons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que Israël a envoyé comme déclaration aux États-Unis d'Amérique? Quelles sont les conditions que Israël a émises ici envers les autorités américaines? Et qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes d'ailleurs ont déclaré par rapport à ces représailles israéliennes? Alors, c'est dans ce cas que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez d'abord les déclarations des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont clairement indiqué qu'ils ne cherchaient pas à faire la guerre contre l'Iran. Voilà ici ce que les USA ont envoyé comme information. Alors, ça c'est le Pentagone qui le dit. Le Pentagone a déclaré qu'il avait l'intention de demander des éclaircissements à Israël concernant ses projets de réponse militaire à Téhéran après la frappe de missiles. Voilà tout court ce que Washington a déclaré. Oui, mais c'est normal. Si vous êtes notre allié, dites-moi qu'est-ce qui va se passer pendant que vous serez en train de faire des représailles et après les représailles, qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? Mais nous allons décortiquer pourquoi les USA ont reculé. Nous allons décortiquer ça. Alors, il dit, je cite, ça c'est Washington qui le dit d'abord. Il dit, je cite, nous ne spéculerons pas sur ce que sera cette réponse. Ils ne vont pas spéculer. Ils ne vont même pas se déranger. Ils ne vont même pas s'hasarder à poursuivre Israël sur sa lancée de représailles contre l'Iran. Voilà les déclarations de Washington. Alors, écoutez ce qui sort tout droit d'Israël comme déclaration et condition du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, Netanyahou a interdit au ministre de la Défense, Yoav Gallant, de se rendre aux États-Unis d'Amérique après l'appel de Washington. Parce que Washington a appelé pour poser des questions, pour savoir comment ça va se passer pendant les représailles et après les représailles. Parce qu'ils savent que les Iraniens ne vont pas lâcher la garde, ils vont répliquer. Ah oui, c'est pourquoi Washington a voulu demander, et Washington n'est pas d'accord. Mais pourquoi Washington n'est pas d'accord? Je vais arriver. Mesdames et messieurs, écoutez les déclarations. La délégation conduite par Yoav Gallant devait effectuer une visite urgente aux États-Unis dans la nuit du 9 octobre à l'invitation de l'administration Biden. Cependant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas donné son autorisation, rapportent les médias israéliens. Ce sont les médias israéliens eux-mêmes qui ont envoyé cette information. Alors écoutez là où il va conditionner, écoutez les conditions de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, le ministre israélien. Qu'est-ce qu'ils disent? Il semblerait que la partie américaine
ayant pris connaissance de l'évolution des événements quelques heures seulement avant le départ de Yoav Gallant, ne cache pas sa confusion et sa confusion. Netanyahou a posé 2 conditions au chef du ministère de la Défense pour se rendre à Washington. 2 conditions. Écoutez les conditions. Une conversation téléphonique entre Netanyahou et le président Biden. Donc, Netanyahou lui-même veut parler avec Papi Joe, avec le président américain. Et la deuxième condition est l'approbation par le cabinet israélien des autres opérations prévues. L'approbation par le cabinet israélien des autres opérations prévues. Voilà les 2 conditions. Donc Washington doit accepter d'abord, premièrement, d'échanger avec Benjamin Netanyahou, et Washington doit accepter et valider ses représailles concernant les autres attaques qu'il prépare contre Israël, contre l'Iran et ses alliés libanais et tous les autres. Voilà les 2 conditions qui ont été posées. Mais qu'est-ce que ces conditions vont poser? Alors, ça serait pour convaincre, d'abord par voie de téléphone, le Premier ministre va se baser pour essayer de convaincre Joe Biden. Oui, pour qu'il accepte de soutenir ces représailles israéliennes contre l'Iran. Vous comprenez? Et ensuite, il doit d'abord valider. Il doit valider ici avec cette décision d'accepter que eux, les 8 avons participé. Avant que le ministre de la Défense israélien, M. Yoav Gallant, doit se représenter du côté de Washington. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà les 2 conditions que Israël a posées aux États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi Washington recule? Alors, mais effectivement, parce qu'au niveau d'Israël, les usines chimiques, il y a des usines de fabrication d'armes, il y a beaucoup de choses dont Washington préfère de préserver ses intérêts, plus précisément dans le domaine pétrolier et gazier. Voilà, en fait, ici, les vraies choses qui font reculer les États-Unis d'Amérique dans ce conflit. Parce que l'Iran va cibler ces zones chimiques, les zones gazières, pétrolières, tout ce qui s'ensuit. Et Washington va se retrouver en train de perdre ses intérêts sur le sol israélien. Vous comprenez? Peut-être même voir au niveau de la sous-région du Moyen-Orient. Parce que ça va sortir de toutes parts. Et donc, dès que ça commence à sortir de tous les sens, ils vont complètement perdre cette localité du Moyen-Orient. Ils n'auront plus le contrôle. Et pendant ce temps, le gasoil, l'essence, tout va complètement augmenter. Tout va grimper sur les pompes américaines. Vous comprenez? Oui, tout va grimper. Et non seulement ça, les 8 ne sont pas prêts à soutenir un tel gigantesque conflit face à l'Iran au niveau du Moyen-Orient, parce que ça ne serait plus l'Iran seul. Le Hamas va se lancer dans l'affaire, le Hezbollah va se lancer dans l'affaire, le Yémen, les Houthis du Yémen vont se lancer dans l'affaire, plus l'Iran et tous les autres. Ça va sortir de tous les sens. Et dans le même temps, ils doivent soutenir le conflit du côté de l'Ukraine et soutenir d'autres alliés tels que la Corée du Sud, Taïwan et tous les autres. Vous comprenez? Et soutenir Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Washington n'est pas prêt à ça. Ils vont perdre, mais complètement tout au niveau de la sous-région du Moyen-Orient. Alors, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les alliés ont reculé face à l'Iran parce qu'ils ont calculé leur trajectoire. Alors, pendant ce temps, les autorités iraniennes continuent de développer et de construire leurs armes nucléaires au Kalama, parce que c'est même ça même d'ailleurs qui fait peur aux alliés américains. C'est ça qui fait reculer les 8 ans. Il faut qu'on soit clair, parce qu'ils ne savent pas si réellement l'Iran a des armes nucléaires. Et oui, et vu les mises en garde que les autorités iraniennes ont fait, ils ont dit, je vais faire une vidéoconférence là-dessus, ils ont dit qu'ils frapperont même les alliés d'Israël, qui ont soutenu Israël pour attaquer ici l'Iran. Et oui, Papi Joe ne veut pas que son pays entre en guerre. En quel moment? Au temps des élections. Donc voilà la grosse crainte des États-Unis d'Amérique.